active. Donc du coup ici, comment on fait? Voilà, nous parler d'un shield pour voir les points d'expérience et notre progression. Alors, faites défiler pour commencer. Alors on va faire défiler un point, le monde de la cybersécurité. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Gourou, bienvenue dans l'entreprise d'e-learning Apollo. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. L'entreprise est dans une phase cruciale de croissance, mais nous craignons d'être vulnérables aux failles de sécurité. D'accord? Nous avons vu tellement d'entreprises être victimes de cybercriminalité et nous ne voulons pas être la prochaine. Nous devons agir rapidement et renforcer nos défenses en cybersécurité. Êtes-vous prêts à aider? Ouais, on va aider, hein. On va aider. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que la cybersécurité? Alors, ok, un point. Qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité est l'effort continu visant à protéger les individus, les organisations et les gouvernements contre les attaques numériques en protégeant les systèmes et les données en réseau des utilisations non autorisées ou d'un quelconque dommage. Okay. Cette définition-là, il va falloir la connaître. Parce que il me semble que dans les questions QCM, il y a beaucoup cette notion de définir réellement la cybersécurité. On donne comme ça plusieurs exemples de définitions sur la cybersécurité. Et selon moi, les éléments ici importants c'est un effort continu. Donc c'est quelque chose qui est continuellement amélioré. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. D'accord? C'est vraiment un effort continu. Il y a la notion de protéger, ce qui est normal. Sécurité, on parle de sécurité, on peut sécuriser quelque chose, donc on peut protéger quelque chose. Les individus, donc d'accord, les personnes comme vous et moi, les organisations, les entreprises, les gouvernements, d'accord, on veut les protéger eux, donc les individus, les entreprises, les gouvernements, contre des attaques numériques, d'accord? Des attaques numériques, et ces attaques numériques-là, elles ont quoi comme objectif, d'accord? Elles veulent nuire, mais souvent, elles ont aussi pour but de voler, ok? Donc protéger les systèmes et les données. Donc voler quoi? Voler les données, parce que la donnée est une des ressources les plus précieuses, en tout cas dans l'ère actuelle dans laquelle on vit, en réseau, des utilisations non autorisées ou de quelconque dommage. Ici, il y a cette notion de confidentialité, intégrité et availability, donc la disponibilité. Ouais, mais ça, je pense qu'on va le voir après. Donc, sélectionnez les icônes représentant des épingles pour en savoir plus sur les 3 niveaux de protection. D'accord? Donc ici, je crois que c'est quoi? C'est l'individu, il me semble. La personne. Donc, à titre personnel, vous devez protéger votre identité, vos données et vos appareils informatiques. Ok? Très bien. D'accord. Jusque-là, on est bon. On parle de cybersécurité, donc autant être dans le truc. Donc oui, à titre personnel, protéger notre identité, nos données et nos appareils numériques. Ouais, ok. Au niveau de l'organisation, au niveau organisationnel, il est de la responsabilité de chacun de protéger la réputation, les données et les clients de l'organisation. Ok, très bien. Une organisation a, allez, je dirais un tout petit peu plus à perdre lorsqu'on parle globalement de données. Il faut savoir que les organisations ont des assets qui peuvent se chiffrer en millions, voire en milliards pour certaines, d'accord? Une organisation, contrairement à une personne, elle peut générer beaucoup plus de revenus, et donc c'est ça qu'il faut finalement protéger, d'accord? Et en troisième, le secteur public. À mesure que de plus en plus d'informations numériques sont collectées et partagées, leur protection devient encore plus vitale au niveau du gouvernement, où la sécurité nationale, la stabilité économique et la sécurité et le bien-être des citoyens sont en jeu. D'accord? Secteur public, très important.
parle d'une collectivité nationale, on parle d'enjeux économiques assez importants. À titre d'exemple, si des hackers réussissent, généralement c'est des étrangers, parce que je vois pas quelqu'un de très très malveillant faire ça à sa propre nation, enfin quoique, des fous il y en a partout. À titre d'exemple, réussit à pirater le système d'épuration des eaux et que, je ne sais pas par quelle manipulation, réussit à mettre réussit à déprogrammer quelque chose en augmentant les quantités d'un produit, en le mélangeant à un autre qui fait en sorte que l'eau n'est plus potable, c'est tout ça peut être assez catastrophique même pour tout un pays. Vous voyez un peu le délire. On est dans des scénarios de films, mais c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Donc voilà. Ok, on a vu du coup voilà les individus, organisationnels et au niveau du secteur public. D'accord, les 3 niveaux de protection. Très bien. Examinons de plus près chacun de ces 3 niveaux. Alors 1.1.2, protection de vos données personnelles. Les données personnelles sont toutes les informations qui peuvent être utilisées pour vous identifier. Et elles peuvent exister à la fois hors ligne et en ligne. Sélectionnez les images pour découvrir la différence entre votre identité hors ligne et votre identité en ligne. Ça, j'imagine que c'est hors ligne. Votre identité hors ligne est le personnage que vous présentez tous les jours à la maison, à l'école ou au travail. Ainsi, votre famille, vos amis connaissent des informations sur votre vie personnelle, notamment votre nom complet, votre âge et votre adresse. Ok ? Il est important de ne pas négliger l'importance de la sécurisation de votre identité hors ligne. Les usurpateurs d'identité peuvent facilement voler vos données sous votre nez lorsque vous ne regardez pas. Faites attention, les usurpateurs sont partout. Ils sont partout et ils veulent voler. Très bien, identité hors ligne, très bien. Et en ce qui concerne l'identité en ligne, votre identité en ligne n'est pas qu'un nom. C'est ce qui vous êtes et comment vous vous présentez aux autres en ligne. Il inclut le nom d'utilisateur ou l'alias que vous utilisez pour vos comptes en ligne, ainsi que l'identité sociale que vous établissez et présentée sur les communautés en ligne et les sites web. Ok, très bien. Vous devez veiller à limiter la quantité d'informations personnelles que vous divulguez via votre identité en ligne. Ouais, effectivement. Ouais, ça peut s'adresser un petit peu à tout le monde, hein. Je veux dire, quand on crée un compte sur n'importe quelle plateforme que ce soit, où on sait qu'on sera amené à communiquer avec des millions de personnes, ne pas mettre nom, prénom, date de naissance, tiret la ville, tu vois, à ce moment-là, très très facilement identifiable, et c'est déjà des données assez sensibles qui sont données potentiellement à des milliers de personnes. Donc je comprends un peu le truc. C'est quoi cette flèche? Si je clique sur cette flèche, il se passe quoi? Ah, ça se remet. Ok, parfait, nickel. Ok, donc là on tombe sur le gourou. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'ont pas de réseaux sociaux ou de comptes en ligne configurés, alors ils n'ont pas d'identité en ligne. Ce n'est pas le cas. Si vous utilisez le web, vous avez une identité en ligne. Ok, très bien. À mon avis, ici, juste après, on va parler des cookies, des adressages IP, ce genre de conneries. À mon avis, ça va devoir être ça. Ok. 1.1.3. Votre identité en ligne. Nickel. C'est votre premier jour de travail. Donc ici, c'est un petit exercice, hein, ok? Exercice un peu sympa. Je regarde un petit peu en termes de batterie si on est bon ici, ok. C'est votre premier jour de travail et il est temps de choisir un nom d'utilisateur pour votre identité en ligne. Parmi les options suivantes, laquelle choisiriez-vous? C'est votre première chance de gagner de précieux points de défense à l'entreprise d'e-learning Apollo.
alors prenez votre temps et réfléchissez bien avant de faire votre choix. Choisissez deux bonnes réponses et puis envoyez. Ok. Bon. Premier jour de travail. Ok, c'est votre premier jour de travail. Il est temps de choisir un nom d'utilisateur pour votre identité en ligne. Ok, très bien. Bon, alors, je peux en choisir que deux, hein, c'est ça? Alors, déjà, celle-ci, je la prendrai pas. 1900, non, je la prendrai pas. Jeanne.dou. Ok. Nom, prénom. Ok. J.dou 12. Ok. Jdou.it. Ça, je le prends pas non plus. Et il y a Jdou. Allez, tiens, tant qu'à faire, allez, je vais prendre celle-là. Et je vais prendre celle-là. Et je vais prendre celle-là aussi. D'accord? Allez. Enfin, selon moi, après, je peux me tromper, d'accord? On essaie un petit peu. Je vais prendre celle-là. Pourquoi? Parce que, à mon avis, celle-ci, il y a une date de naissance, donc c'est pas OK. Je peux être identifiable. Après, premier jour de... Enfin, bref. Allez. Ça, c'est non complet. Enfin, nom complet plus prénom complet. Celle-ci, on voit pas le prénom. On voit le nom. On voit un 12 qui est lié à rien. Ici, jdou.it. Donc, il y a IT pour département IT. J'imagine que c'est là où on va bosser. Et Jdou tout simplement. Donc, je pense que ces deux-là peuvent être OK. Et du coup, il s'est passé quoi? C'est juste ou pas? Ok. C'est vrai. Ah oui, cool. Nickel. Alors ici, on va voir un petit peu le correctif. Alors, c'est vrai, bravo. Vous savez comment protéger votre identité en ligne. Super. Lors du choix d'un nom d'utilisateur, il est important de ne révéler aucune information personnelle. Cela devrait être quelque chose d'approprié, ouais, ok, et de respectueux et ne devrait pas amener des étrangers à penser que vous êtes une cible facile pour la cybercriminalité ou pour une attention indispensable. Ok, cool, très bien. D'autres conseils utiles pour vous aider à générer votre nom d'utilisateur. Ok, pourquoi pas. N'utilisez pas votre nom complet ou des parties de votre adresse ou de votre numéro de téléphone. Très bien. N'utilisez pas votre nom d'utilisateur de messagerie. Très bien. N'utilisez pas la même combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe, en particulier sur les comptes financiers. Très bien. Ne choisissez pas un nom d'utilisateur très particulier pour les réutiliser encore et encore. Cela vous rend plus facile à suivre. Ok. Ne choisissez pas un nom d'utilisateur qui donne des indices sur vos mots de passe, comme une série de chiffres, de lettres ou la première partie d'une phrase en deux parties, comme Toc Toc ou le département dans lequel vous travaillez, comme l'informatique. Très bien, choisissez un nom d'utilisateur adapté au type de compte, c'est-à-dire professionnel, social ou personnel. N'oubliez pas de vérifier vos points. Donc ici, on parle des points en cliquant sur l'icône représentant un bouclier en haut à droite de l'écran. Fermez la fenêtre contextuelle. Ok, très bien. Donc on a gagné des points visiblement. Ok. Super, on est à 25 points, c'est génial. Vous accomplissez correctement les activités suivantes, vous pouvez gagner des points de défense. Ok, non démarré, non. Ok, très bien, parfait. Bah, on est bien parti là déjà, on est déjà super bien parti. Ok, on s'en fout des commentaires, mais du coup, je fais comment? Ah oui, il suffit juste de scroller. Ok, très bien. Bien, sympa. Ouais, c'est plutôt cool ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Jusque-là, on a fait quoi? On a un petit peu vu ce qu'était la définition de la cybersécurité. On a vu la protection, l'importance de la protection des données personnelles, enfin de nos données personnelles. Et on a vu
comment protéger notre identité en ligne lors de la création de comptes dans un contexte, je dirais, professionnel. C'est plutôt pas mal. Je pense que rien qu'avec ça, on a quand même appris 2-3 petites choses. Donc voilà. Et on va essayer de voir si on pourra pas du coup enchaîner sur le point 1, point 1, point 4 concernant les données. Alors, vos données. Les données personnelles correspondent à toutes les informations vous concernant, notamment votre nom, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de permis de conduire, votre date ou votre lieu de naissance, le nom de jeune fille de votre mère ou même les photos ou les messages que vous échangez avec votre famille ou vos amis. D'accord. Sens large de la donnée. Donnée à caractère personnel. Une donnée qui fait en sorte que l'on puisse être reconnu. D'accord. On parle même de photos. Ok. Les cybercriminels peuvent utiliser ces informations sensibles pour vous identifier et se faire passer pour vous, portant atteinte à votre vie privée et pouvant potentiellement nuire gravement à votre réputation. Super. Alors, sélectionnez les épingles pour en savoir plus sur la façon dont les hackers peuvent mettre la main sur vos données personnelles. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce que ces hackers font pour accéder à nos données personnelles. Alors, les dossiers médicaux, intéressant. Chaque fois que vous consultez un médecin, des informations personnelles concernant votre santé physique et mentale et votre bien-être sont ajoutées à vos dossiers médicaux électroniques. Étant donné que la majorité de ces dossiers sont enregistrés en ligne, vous devez être conscient des informations médicales que vous partagez. Okay. Et ces dossiers vont au-delà des limites du cabinet du médecin. Par exemple, de nombreux appareils de suivi de consultation physique collectent de grandes quantités de données cliniques telles que votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle et votre taux de sucre dans le sang, qui sont transférés, stockés et affichés via le cloud. Par conséquent, vous devez considérer ces données comme faisant partie de votre dossier médical. Ok ? Là, j'apprends un truc. C'est assez intéressant. Je ne sais pas si tous les hôpitaux ont un petit peu des conditions d'utilisation au niveau des données, si tous les hôpitaux respectent vraiment bien la réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. Mais il y a un truc à creuser, il y a un truc à faire. Alors, les dossiers scolaires. Les dossiers scolaires contiennent des informations sur vos diplômes et vos résultats. Cependant, ces dossiers peuvent également inclure vos coordonnées, vos registres de présence, les rapports disciplinaires, les dossiers de santé et de vaccination, ainsi que tout dossier d'éducation spéciale, y compris les programmes d'éducation individuelle. Ok, très bien. Et enfin, emploi et dossiers financiers. Les données sur les emplois peuvent être précieuses pour les hackers si ils peuvent collecter des informations sur vos anciens emplois ou même sur le compte rendu de vos performances actuelles. Vos dossiers financiers peuvent contenir des informations sur vos revenus et vos dépenses. Vos dossiers fiscaux peuvent inclure des chèques, des relevés de cartes de crédit, votre cote de crédit et vos coordonnées bancaires. Toutes ces données, si elles ne sont pas correctement protégées, peuvent compromettre votre vie privée et permettre aux cybercriminels d'utiliser vos données à leur profit. Évidemment, ce qui est totalement logique. Moi, j'aime bien toujours prendre l'exemple des fausses agences immobilières. Woo! Who call me right now? On est en train de bosser. Comme ça, nickel.
En fait, ici, en tout cas en Belgique, lorsqu'on cherche à louer un bien, généralement, l'agence immobilière va nous demander d'envoyer les 3 dernières fiches de salaire, une copie de la carte d'identité. Qu'est-ce qu'ils demandent encore? Oui, les 3 dernières fiches de salaire, une copie de la carte d'identité et des fois ils peuvent encore demander des extraits de compte bancaire pour voir si réellement tu es solvable et ce genre de choses. Mais en vrai, que font-ils avec ces données au final? Est-ce que quelqu'un sait? Que font-ils avec ces données? Donc une fois qu'ils ont consulté le dossier, est-ce que ces données sont détruites? Est-ce que ces données sont vendues? Est-ce que ces données sont partagées? Est-ce que ces données sont stockées dans une base de... Enfin, tu vois, on n'en sait rien en fait. Et je pense que là aussi, il y a un truc à creuser. Mais bon, on verra ça, on essaiera de voir ça plus tard. C'est une question assez intéressante à se poser, je pense. Donc voilà. Ici, donc, vos données. On passe au point 1.1.5 où se trouvent finalement vos données. Ok, cela vous fait réfléchir, effectivement. Pas plus tard qu'hier, vous avez partagé quelques photos de votre premier jour de travail avec quelques-uns de vos amis proches. Mais cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Voyons. Vous avez pris des photos au travail sur votre téléphone portable. Des copies de ces photos sont désormais disponibles sur votre appareil mobile. D'accord, très bien. Vous les avez partagées avec 5 amis proches qui vivent dans divers endroits à travers le monde. Ok, très bien. Tous vos amis ont téléchargé les photos et ont maintenant des copies de vos photos sur leurs appareils. Ok, c'est logique. L'un de vos amis était si fier qu'il a décidé de publier et de partager vos photos en ligne. Les photos ne sont plus uniquement sur votre appareil. En fait, elles se sont retrouvées sur des serveurs situés dans différentes parties du monde et des personnes que vous ne connaissez même pas ont maintenant accès à vos photos. Ouais, comme quoi, la vie ça va vite. La vie ça va extrêmement vite. Ok, très bien. Donc quoi de plus? Attends, si je fais ça, est-ce qu'il y a un truc qui change là? Parce que... Et si je fais comme ça? Ah, nickel. Sûrement c'est un petit peu plus grand. Alors, 1.1.6, quoi de plus? Ce n'est qu'un exemple qui nous rappelle que chaque fois que nous collectons ou partageons des données personnelles, nous devons tenir compte de notre sécurité. D'accord? Il existe différentes législations qui protègent votre confidentialité et vos données dans votre pays. Mais est-ce que vous savez où sont vos données? Donc, on parlait notamment de la réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel, GDPR. Ok, donc à mon avis, ils vont nous en toucher un mot ici. Sélectionnez du coup les images pour voir d'autres exemples moins évidents. Alors, après un rendez-vous, le médecin met à jour votre dossier médical et à des fins de facturation, ces informations peuvent être partagées avec la compagnie d'assurance. Dans ce cas, votre dossier médical ou une partie de celui-ci est désormais accessible par la compagnie d'assurance. Ok. Bon, les données passent un petit peu de tiers en tiers. Tu vois. Alors, les cartes de fidélité en magasin peuvent être un moyen pratique d'économiser de l'argent sur vos achats. Cependant, le magasin utilise cette carte pour créer un profil de votre comportement d'achat qu'ils peuvent ensuite utiliser pour vous proposer des offres spéciales de ses partenaires marketing. Donc, en gros, c'est assez simple. Je donne un exemple. Je suis un fan de... Je dis n'importe quoi... De produits bio. Tiens, voilà, j'adore les produits bio. À chaque fois que je vais au magasin, je donne ma carte de fidélité et on voit dans mes comportements d'achat que je ne fais qu'acheter des produits bio en vrai. Et du coup, les magasins vont faire quoi? S'ils se rendent compte que plusieurs personnes sont comme moi et vont toujours dans le même magasin et la plupart de nos achats sont des achats qui concernent des produits bio, alors à ce moment-là, eux, dans leurs analyses, ils vont se dire ok, ils vont faire des actions pour faire en sorte de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. D'accord?
parce qu'ils connaissent les comportements de certains utilisateurs. Donc voilà, vous avez capté le truc. Ok. Et au-delà de ça, qui dit comportement d'achat, dit données personnelles, ils ont les mails, ils peuvent vraiment bombarder certains profils en fonction du coup des habitudes d'achat. Donc automatiquement, une personne qui kiffe les produits bio va se retrouver dans sa newsletter avec plein d'offres d'achat pour des produits bio. Logique. Donc voilà. Donc, ok, quoi de plus, ça c'est bon. Périphérique intelligent, ok. Alors, réfléchissez à la fréquence à laquelle vous utilisez vos équipements informatiques pour accéder à vos données personnelles, à moins que vous n'avez choisi de recevoir des relevés sur papier. Vous accédez probablement aux copies numériques des relevés de compte bancaire via site web de votre banque. Et lorsque vous payez une facture, il est fort probable que vous y transférez les fonds requis via une application bancaire mobile. Jusque-là, c'est normal, je pense qu'on le fait tous, ok? Mais en plus de vous permettre d'accéder à vos informations, les appareils informatiques peuvent désormais également générer des informations, vous concernant. Ok, très bien. Les technologies connectées telles que les montres connectées et les moniteurs d'activité collectent vos données pour la recherche clinique. Un montre connectée, moi j'ai ma montre connectée. Voilà, apparemment, cette foutue montre connectée là, elle récolte des données pour la recherche clinique. Ce truc c'est chinois, donc à mon avis ça doit être des cliniques chinoises, j'en sais trop rien. Enfin bref, la surveillance de l'état de santé des patients et le suivi de leurs conditions physiques et de leur bien-être. Ok, très bien. À mesure que le marché mondial des bracelets d'activité se développe, le risque pour vos données personnelles augmente également. Voilà, ok. Très bien. Ah tiens, c'est Gourou. Les informations disponibles en ligne peuvent paraître gratuites, mais la confidentialité est-elle le prix à payer pour cette commodité numérique? C'est logique, c'est logique, c'est évident. Je sais pas si vous êtes du genre à vous inscrire à des newsletters ou à télécharger souvent des livres blancs et des packs qui sont donnés assez gratuitement. Et ici, j'imagine que ce qu'il est en train d'essayer de raconter, c'est que quand un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit en fait. D'accord? Quand c'est gratuit, c'est forcément que c'est toi le produit. D'accord? Après, il y en a qui récoltent vos données pour vraiment vous targeter, vous cibler de manière assez intelligente. Et c'est pour votre bien. Quand on a un produit qui est bon derrière, moi, il n'y a aucun souci de me faire targeter. C'est pas ça le truc. Mais dans le monde dans lequel on vit, et surtout sur Internet, à chaque fois qu'il y a un truc gratuit, derrière, il faut donner une adresse mail ou il faut donner nom, prénom, date de naissance, lieu de résidence, ce genre de choses. Ça va? Ok, alors ici, j'imagine qu'il donne un exemple. Par exemple, du coup, les entreprises de réseaux sociaux génèrent la majorité de leurs revenus en vendant des publicités ciblées basées sur les données des clients qui ont été extraites à l'aide d'algorithmes ou de formules. Bien sûr, ces entreprises diront qu'elles ne vendent pas les données des clients, mais qu'elles les partagent avec leurs partenaires marketing. C'est un petit peu la carotte des réseaux sociaux. Hein. Mais je pense qu'on est tous au courant de ça, bien sûr. Donc vous pouvez vous faire votre propre opinion. Oui, moi mon opinion elle est déjà toute faite. Moi je pense que les entreprises de réseaux sociaux, elles ne vendent pas nos données, elles font tout ça pour notre bien, d'accord? Il est hors de question de vendre les données personnelles de leurs clients. Bien sûr, le client est roi avant tout, d'accord? Le profit passe après. Moi, en tout cas, c'est mon opinion sincère, hein, sincère. Enfin bref, 1.1.8. Que veulent les pirates informatiques? Aïe, aïe, aïe. Ok, 1.1.8. Alors que toutes ces informations vous concernant sont disponibles en ligne, que veulent les hackers? Bien sûr, ils veulent votre argent. Ouais, évident. Pouvez-vous penser à un exemple que vous avez connu vous-même ou dont vous avez entendu parler ou lu
où des cybercriminels ont consulté ou tenté d'accéder à des informations financières en ligne. Partagez votre exemple dans le champ ci-dessous, puis envoyez. Une fois que vous avez saisi votre exemple, sélectionnez, affichez la réponse pour afficher une réponse récapitulative. En vrai, je sais pas, ouais. Faux mail. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, pas maintenant. Faux mail d'achat, de produits. Allez, tiens, de produits. Là. Faux mail d'achat de produits. Envoyé. Ok, afficher la réponse. Vous trouvez un exemple. Un cybercriminel peut tirer parti de vos relations, accéder à vos comptes en ligne et faire appel à votre bonté, d'accord, pour tenter de vous tromper, oui, et vous faire virer de l'argent à vos amis ou à votre famille en cas de besoin. Par exemple, de nombreux hackers ont usurpé l'identité de membres de la famille et envoyé des messages indiquant qu'ils avaient besoin de virements de fonds pour pouvoir rentrer chez eux après avoir perdu leur portefeuille. Ouais, c'est le coup classique, hein, d'accord. D'ailleurs, c'est un nom, ça. J'espère qu'ils vont nous le donner. Et même si vous pensez peut-être que vos points de fidélité pour grands voyageurs ne sont pas précieux, pour les cybercriminels, détrompez-vous. Ici, ils vont donner un exemple. En 2015, les cybercriminels ont piraté environ 10 000 comptes American Airlines et United, réservant des vols gratuits et des surclassements à l'aide d'identifiants volés. Même si les points de fidélité des grands voyageurs ont été restitués aux clients par les compagnies aériennes, cet exemple démontre la valeur de vos identifiants de connexion. D'accord ? Donc, ouais, faut faire gaffe au final. Il faut faire gaffe. Ce sont des choses auxquelles il faut faire assez attention quand même. Alors, on a le petit message de Gourou. Les cybercriminels sont très imaginatifs lorsqu'il s'agit d'accéder à votre argent, mais ce n'est pas tout. Ils peuvent également voler votre identité et ruiner votre vie. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. On a déjà bien avancé. 1.1.8. Que veulent les pirates informatiques? Ils veulent la moula, ils veulent les thunes. Jusqu'à présent, on a vu quand même pas mal de choses. Hein. Qu'est-ce que la cybersécurité? Protection de vos données personnelles, votre identité en ligne, les données, où peuvent se trouver nos données. On a vu la partie quoi de plus? On a vu les périphériques intelligents, que veulent les pirates informatiques, et on va s'arrêter là. Allez, à plus pour la suite.